OK. Merci. D'accord, d'accord, merci. Oui, Monsieur MacDonald. Avez-vous participé au mois d'avril à la démobilisation de quelques groupes que ce soit? Effectivement, donc après le 12 avril, je n'ai pas la date précise, il y avait une opération de désarmement et le général Gueux m'en a parlé. Et avec le général Gueux, nous nous sommes rendus donc à Yopougon, en face du commissariat de Yopougon, pour une cérémonie de désarmement. Elle devait donc commencer à 9 heures, mais il faut dire que les combats venant à peine de prendre fin, les éléments qui étaient en armes, pour certains avaient peur et venaient au compte-gouttes. Mais on a pu récolter quelques armes. Et ce que moi j'ai reconnu sur place, il y avait Magui, le tocard, il y avait Eugène Dué, que j'ai vu, quelques éléments qui vraiment ont déposé des armes, ont déposé des munitions. Moi-même, je suis intervenu pour dire que la guerre est terminée et qu'il faut débarrasser le pays d'armes. Donc, il faut déposer les armes pour permettre à notre pays de reprendre le développement. Voilà, donc, effectivement, j'ai assisté à cette cérémonie de désarmement. Alors, j'aimerais appeler l'élément de preuve vidéo CIV OTP 0047 0650. Il s'agit d'une autre vidéo, Madame le greffier, qu'on va vous demander de... Ça va être de la minute, donc du début, vers environ la minute 2:13, qui prend fin. Il y a une transcription également qui est disponible, dont j'ai une copie ici, si nécessaire. On va m'indiquer le tab de ce transcrit. Juste un instant, si vous voulez, pour que je puisse je vais dire le RN, CIV OTP 0048 1654 et c'est à l'onglet 302 pour nos collègues de la transcription, traduction. Sinon, on en a une copie papier. Nous formons aujourd'hui les forces républicaines.
Pacification du district d'Abidjan. L'appel du Premier ministre invitant les miliciens à déposer les armes a été entendu. Des miliciens pro-Gbagbo retranchés à Yopougon ont décidé de déposer les armes. Serge Ngongomé, Thierry Manglé-Aguité. C'est parti. Le geste des miliciens de Yopougon a été salué par le général Philippe Mangou. Le chef d'état-major des armées a lancé une invitation à l'endroit des soldats et miliciens qui seraient encore dans la clandestinité. Le constat est clair et net, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de blessés, handicapés à vie, beaucoup de sang a coulé en Côte d'Ivoire et nous disons trop c'est trop, il est temps d'arrêter. Tous ceux qui sont encore réticents, qui tiennent les armes à la main, de leur dire de venir tout simplement déposer les armes parce que comme le dit notre hymne national, le pays nous appelle et le pays appelle tous ses enfants sans exception. Pour ceux qui sont sortis, je pense que les moments d'angoisse, les moments de peur sont passés. Nous sommes, nous, FCDS, et avec les ex-FAFEN, nous formons aujourd'hui les forces républicaines. Les miliciens pro-Gbagbo ont exprimé une inquiétude au cours de cette rencontre. Nous voulons interpeller la conscience de tout un chacun ici présent. Pour dire, il y a des gens qui ont pris les armes hier, qui se sont battus à Yopougon, à visage découvert. Ils se disent, quand ils déposent aujourd'hui les armes, ils sont en danger. La réponse déjà donnée par le président de la République est reprise ici par le commandant Ouattao. Tout sauf ça, il n'y aura pas de représailles. Nous avons décidé d'aller à la paix, nous allons à la paix. Sauf ceux qui veulent se faire des caïds. Donc quand tu veux te faire un caïd, nous on te mate, c'est normal. Mais celui qui n'a pas décidé d'être un caïd, nous ne sommes pas prêts à te mater. Donc nos frères sont prêts à venir. Nous les accueillons à bras ouverts et nous les rassurons qu'il n'y aura pas de poursuite contre eux. Cette cérémonie de désarmement à Yopougon est le résultat de plusieurs rencontres entre Eugène Dué, représentant des miliciens, et le commandant Chérif Ousmane des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Avez-vous reconnu ces images, M. Mangou? Oui, Est-ce la cérémonie à laquelle vous faisiez référence? c'est bien ça. Connaissiez-vous, pour l'avoir déjà vu ou rencontré, peu importe, Guy Berti, qui a Non. été présenté? Non. Monsieur. Maître André. Et à monsieur le procureur la date donc, de cette vidéo, parce que nous ne l'avons pas. Elle nous est aussi inconnue, Monsieur le Président. Le témoin a mentionné certaines infos et je vais revenir, je peux lui demander de préciser. Monsieur le témoin,
M. Mangou. Ask him, do you Le président, mais posez-lui la question. Monsieur Mangou, est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle cette vidéo a été filmée? Est-ce que vous vous souvenez de la date de cet événement, de ce que nous avons pu voir sur cette vidéo? Monsieur le Président, la première semaine qui a suivi le 12. Parce que nous avons fait l'allégeance le 12, je crois 4 jours après, nous nous sommes rendus sur le terrain. Thank you. Merci. Est-ce qu'il y avait encore des combats à Yopougon à ce moment-là? Alors, il y avait quand même pas de combat, mais quelques tirs sporadiques, surtout du côté de Lokodiro. On entendait encore quelques tirs sporadiques. Très bien. Alors, j'aimerais maintenant revenir sur le sujet du SECOS et leurs moyens organiques. Et je vais me référer à ce que vous avez dit précédemment dans votre témoignage. Donc, hier, 25 septembre, RT, page 20, ligne 8 à 13. En discutant des moyens organiques et l'armement donc du SECOS. Et je cite, « Et au fil des missions, on s'est même aperçu que le SECOS a été doté de mitrailleuses lourdes 12-7, de mitrailleuses qui peuvent effectuer des tirs jusqu'à 1200 mètres. Le SECOS a été doté de RPG. Le RPG, on s'en sert pour lancer les roquettes non guidées. Et il y avait même des grenades offensives et des grenades défensives. Êtes-vous capable de nous expliquer ou de nous situer à votre connaissance quand le SECOS aurait-il reçu ce type d'armement? Je ne pourrais pas vous dire avec précision quand le SECOS a reçu, mais ce que je peux vous dire, c'est que la proposition de la création du SECOS m'avait été confiée et le président m'a dit c'est une unité de lutte contre le grand banditisme. Donc, fort de cette information, l'armement que nous avons mis dans le test que nous devions présenter au président, c'était des PA et à la rigueur des Kalash, puisque c'était pour lutter contre le grand banditisme. Et quand le SECOS a été créé, c'était l'armée qui devait mettre à la disposition du SECOS des éléments, puisque le SECOS était composé de gendarmes, de militaires et de policiers. Au départ, le SECOS travaillait conformément à sa mission reçue, faisait le maillage de la ville d'Abidjan, mais au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, le SECOS ne jouait plus son rôle, le rôle qui était le sien, et on l'a vu progressivement dans la réglementation de la circulation à Bassam, on l'a vu sur l'autoroute, empiétant même souvent dans les domaines de la police et de la gendarmerie. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, on a vu que le SECOS avait des 12-7, avait des RPG et même avait
des grenades. Vous-même voyez la section qui est intervenue. Le BMO, c'est la brigade de maintien de l'ordre. Or là, ce n'est pas une mission du SECOS. Or, ces armes dont dispose le SECOS, ce sont véritablement des armes de guerre. Quand vous prenez le RPG, c'est pour la destruction des engins blindés. On ne lutte pas contre le grand banditisme avec le RPG. Quand vous prenez la 12-7, c'est une mitrailleuse lourde qui peut effectuer des tirs jusqu'à une distance de 1200 mètres. Quand vous prenez les deux grenades offensives et défensives, il y a une différence à ce niveau. La grenade offensive, elle est constituée de poudre d'explosion. Quand vous la balancez à l'extérieur, l'effet qu'elle produit sur le personnel est moindre parce que vous avez des bras coupés, vous pouvez avoir une jambe coupée et cette grenade est généralement utilisée dans les assauts. Quand vous prenez la grenade défensive, elle est constituée de coques métalliques, ce qui fait qu'à la fragmentation, quand vous prenez une coque métallique dans le corps, c'est mortel. Donc cette grenade, elle est plus dangereuse que la grenade offensive. Et généralement, cette grenade est utilisée pour stopper la progression de l'ennemi. Donc au vu de ces grenades, ça ne va pas, au vu de ces armements, ça ne va pas de pair avec la mission du SECOS. Monsieur Mangou, j'aimerais parler, merci pour ces explications de grenades offensives-défensives. J'aimerais vous poser une question au niveau de grenades lacrymogènes. Oui. Selon vous, est-ce qu'une grenade lacrymogène peut être aussi mortelle? Et si oui, expliquez-nous dans quelles circonstances qu'elle peut devenir mortelle. Oui, la grenade lacrymogène, c'est le moyen conventionnel qu'on utilise pour le maintien de l'ordre. Mais quand vous la balancez, s'il y a des éléments qui reçoivent cette grenade, ne s'esquivent pas tant qu'on reste sur place, on peut suffoquer. Ça peut véritablement suffoquer. Voilà. Et une grenade lacrymogène projetée à l'aide d'un canon, j'appellerais, ou un fusil, pardon? Bien sûr, c'est comme tout objet qui est au contact du corps. Si vous prenez ça au moment où on vous le projette, c'est dangereux pour vous. Parce que l'idéal veut qu'on balance la grenade, qu'elle tombe, qu'elle émette la fumée toxique pour faire fuir les gens. Mais si c'est dirigé contre une personne, effectivement, ça peut blesser, ça fait mal. Donc, dans une opération de maintien d'une foule, comment doit-on projeter des grenades lacrymogènes? Bon, c'est une affaire de spécialistes. Je n'ai jamais utilisé parce que nous ne sommes pas habilités à faire le maintien de foule. Mais pour ce que je vois faire, si vous voyez la foule qui est compacte, qui vient vers vous, autant la balancer à quelques mètres pour que ça émette cette fumée toxique, de manière à ce qu'ils prennent ça pour partir, pour se disperser. Très bien. Alors, sur ce... Je vais m'adresser à la Chambre en anglais. While the document... Alors, certains de ces documents, messieurs, mesdames les juges, qui portent sur les armements du SECOS sont des documents qui ont déjà été versés au dossier. Je voudrais quand même attirer votre attention sur ces documents et tout principalement, il y en a un d'ailleurs que je voudrais citer parce qu'il y en a plusieurs, le CIVOTP,
0073 73 0215. You want it to be shown up? Le juge président. Et vous voulez qu'on affiche ce document? Monsieur McDonald. Non, je voulais simplement rappeler à la Chambre que ce document a déjà été versé. Je ne vais pas le montrer maintenant, mais attirer votre attention sur ce document. Alors, j'aimerais, maintenant, vous avez parlé de 12,7 mm. Alors, j'aimerais appeler la pièce et qu'elle soit montrée aux témoins publics CIV OTP 0043 0226 et plus spécifiquement un document donc du 22 novembre 2010 Alors il s'agit, comme on peut tous le voir, d'une demande du général Guy-Bipoint au lieutenant-colonel, commandant de 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. Donc, premièrement, avez-vous déjà vu ce document? Non, c'est la première fois que je le vois. Alors, pourriez-vous confirmer s'il y avait effectivement un champ de tir à Akwedo et pourquoi est-ce que le SECOS devrait aller à Akwedo pour utiliser une 12-7 à votre connaissance? Je suis moi-même surpris par une telle demande. Monsieur le Président. Maître André. Monsieur le Président, nous soulevons une objection. Le témoin dit n'avoir jamais vu ce document. On peut tout au plus s'arrêter sur le point de savoir s'il y a un champ de tir à Akwedo. Ça, il n'y a pas de problème. Mais à demander au témoin pourquoi est-ce que, selon lui, le SECOS avait besoin d'utiliser ce champ de tir, on demande au témoin d'opiner. Nous soulevons une objection pour ce point. Je vais reformuler, Monsieur le Président. Please do so. En effet, faites ainsi, Monsieur McDonald. Je peux retirer le document, de toute façon. Le témoin vient de le voir, là, mais y avait-il un champ de tir à Akwedo? Alors, quand moi j'y étais, il y avait un champ de tir. Mais on ne pouvait effectuer les tirs que jusqu'à 200 mètres. 200 mètres, on a même fait souvent tirer à la mitrailleuse des engins, mais en remontant un peu plus loin. Maintenant, avec la poussée de la ville d'Abidjan, le champ de tir d'Akwedo a disparu. Parce que les habitations ont pris la place. Et souvent, pour aller tirer, on allait à Lomo Nord pour effectuer les tirs. À Lomo Nord, dans la région de Tumodi. Now, just for the date, we say you... Le juge président. Juste pour préciser la date, parce que vous nous avez dit, quand moi j'y étais, il n'y avait pas de champ de tir, et puis vous nous dites par la suite... Donc le champ de tir a disparu. Alors, quand vous nous dites quand j'y étais et puis plus tard, vous faites référence à quelle période en fait? Monsieur le Président, quand j'étais au bataillon blindé, on utilisait le champ de tir,
Mais devenu chef d'état-major des armées, il était difficile de tirer là parce qu'il y avait des habitations tout autour du champ de tir qui, en fin de compte, a fini par fermer. Actuellement, si vous allez, il n'y a plus de champs de tir, il n'y a que des maisons d'habitation là-bas. Thank you. Mr. Prosecutor. Merci. Veuillez poursuivre, Monsieur le procureur. Je vous poserai la question suivante. Non, j'y reviendrai. Je vais laisser le document de côté compte tenu de l'objection. Parlons maintenant des documents de... J'aimerais revenir, sur certains documents et plus spécifiquement la garde républicaine. Qu'en est-il des moyens de la garde républicaine? Les moyens organiques, en termes d'armement. Donc là, au niveau de la garde républicaine, ils avaient des PA, pistolets mitrailleurs, des Uzi, ce sont des armes israéliennes, mais de petit calibre. Ils avaient des Kalash. Ils avaient aussi des RPG. Ils avaient les grenades. Au niveau des engins, ils avaient des engins blindés. Quel est le calibre, justement, d'un Uzi? C'est un armement de petit calibre. On peut effectuer des tirs jusqu'à 200 mètres. Excusez-moi, continuez. Je demande le calibre en millimètres. C'est de 9 mm en gros. Hein. 9 mm. Par rapport au reste des forces de défense et de sécurité, si on compare, comment était l'armement ou les quantités de l'armement de la garde républicaine? Et par rapport aux autres forces, la quantité doit être moindre, mais j'avoue que la garde républicaine a quand même suffisamment de munitions par rapport aux autres corps. Mais je ne suis jamais entré dans la soute à munitions, mais je sais qu'ils en ont. Voilà, la soute à munitions de la garde républicaine. Où se trouvait cette soute? Alors, cette soute se trouve donc dans l'enceinte du palais. Dans l'enceinte du palais, au côté nord-ouest du palais. À quel étage? Non, c'est une soute enterrée. Une soute enterrée. Alors, Madame le greffier, je vais présenter une vidéo qui est le CIV OTP 0048 1651. Toute la vidéo. Et également, il n'y a pas de transcrit. Et je vais vous demander de jouer toute la vidéo et après, quelques secondes avant la fin, on va revenir sur des images précises, ce que j'appellerais des still images. Voilà. Merci. Je vous demanderai de regarder. C'est le numéro 301 sur notre liste.
It's marked confidential. The video is marked confidential. La greffière d'audience, la vidéo est confidentielle. It's public. It's already submitted on the record. Donc, c'est la munition de 5,56. Voilà. Alors, je vais vous poser une première question, puis je demande à Madame le greffier de revenir sur le 4x4 qu'on voit à la toute fin, si on pouvait arrêter sur cette image. Premièrement, avez-vous déjà vu cette vidéo? Non, jamais. J'ai jamais vu cette vidéo. have you ever seen this location? Le juge président, est-ce que vous avez déjà vu l'endroit que l'on voit dans cette vidéo? J'ai déjà vu l'endroit. Est-ce que c'est bien la soute à laquelle vous faisiez référence? Non, ce n'est pas cette soute. J'ai été commandant en seconde de la garde républicaine. Je connais bien le sous-sol. Et ces munitions que vous voyez, les caissettes de munitions que vous voyez, prouvent tout simplement que ce sont des munitions qui sont arrivées et stockées là. Voilà, parce que la soute elle-même, elle est au dehors. Elle est au dehors. Donc, cela me convainc réellement que les munitions qui ont été commandées sont effectivement arrivées et elles ont été stockées dans ce sous-sol. Excuse me, but when you say now, Le juge président, quand vous me dites je suis convaincu maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire par maintenant? Maintenant, c'est aujourd'hui, après avoir vu cette projection, ou maintenant il y a un petit temps? C'est effectivement arrivé. Parce que je savais que les munitions étaient commandées, mais moi, je n'en ai jamais reçu. En voyant cette vidéo maintenant, je m'aperçois que les munitions sont vraiment arrivées. Thank you. Yep. Merci beaucoup. Poursuivez. Nous voudrions faire une objection sur toute cette ligne de questionnement concernant cette vidéo. Le témoin, dès le départ, a dit « Je n'ai jamais vu cette soute ». Et il vient de vous dire qu'il découvre cela ici. Donc, sur quoi lui pose-t-on des questions? Il vient de dire « Je n'ai jamais vu ». Well, I don't think that he... Le juge président,
Je pense qu'il a simplement dit qu'il n'avait jamais vu la vidéo. Il n'a jamais dit qu'il n'avait jamais vu le site. Donc il y a la vidéo d'un côté, le site de l'autre. Et par rapport à la vidéo, je crois qu'il est tout à fait en mesure de pouvoir répondre, n'est-ce pas, M. Mango? Ah, je vois que vous voulez parler, M. Mango. Il y a une confusion dans l'esprit de Madame l'avocate. Parce que la soute à munitions, ce n'est pas celle-là. Là, c'est le sous-sol de la présidence. La soute à munitions, c'est une soute enterrée qui se trouve dehors, dans le jardin de la présidence. Et ça, c'est le sous-sol de la présidence, où sont stockées les caissettes. Justement, Monsieur le Président, on lui pose la question en employant le terme soute. C'est de ça qu'il est question. We are talking about what we saw. Le juge président, nous parlons de ce que l'on a vu. Vous n'avez jamais vu la vidéo, mais vous connaissez le lieu. Vous l'aviez déjà vu. Donc, continuez, Monsieur le procureur, poursuivez. Image, Monsieur Mangou, à la minute 2:49, 24 secondes. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, ces armes, on les appelle le crapaud. On l'appelle le crapaud compte tenu de la forme, mais c'est des bitubes. Des bitubes pour lutter contre... des bitubes du DCA pour lutter contre l'avion. Donc, on effectue des tirs anti-aériens avec. Donc, sol-air. Sol-air. Et je vais maintenant demander à ce qu'on projette quelques secondes ou quelques fractions de secondes plus loin, où on va voir un 4x4. Stop. Parfait. Alors, il s'agit de la seconde, de la minute, 2:53, 6 secondes, dont on vient de faire une capture d'écran. Quelle sorte de véhicule, s'il vous plaît, et d'armement? Alors, ça, c'est un Velera surmonté de canons de vin. Et ces armes, la garde républicaine n'en a pas. Ce sont les armes qui sont au niveau du BASA, bataillon d'artillerie solaire. Est-ce que vous savez ce qu'il faisait là, à ce moment-là? Ça, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Très bien. J'aimerais maintenant qu'on revienne, M. Mangou, pour la prochaine demi-heure avant la pause déjeuner, qu'on traite des différentes phases des opérations durant la crise post-électorale. Et pour ce faire, je me réfère de manière générale à votre témoignage d'hier, 25 septembre, RT, page 100, ligne 18 et suivante. Et même plus tôt ce matin, vous avez fait référence à des offensives. D'accord? Entre le 28 novembre 2011 et le 18 janvier, alors, pardon, 28 novembre 2010 au 18 janvier 2011 environ,
Vous êtes en quelle période? Est-ce que c'est une période... Décrivez-nous la période au niveau opérationnel. Donc, le 28 novembre, c'est la fin de... Ce sont les élections, deuxième tour des élections. Les résultats pour le candidat du RHDP ont été donnés donc le 22. Non, pardon. Le 2 décembre. Le 2 décembre 2010. Pour le candidat du LMP, les résultats ont été proclamés le 3 décembre 2010. Les deux candidats ont fait donc leur cérémonie le 4 décembre. Cérémonie d'investiture le 4 décembre. Et à partir de là, la situation a commencé à se dégrader. La Côte d'Ivoire vivait dans une situation quasi insurrectionnelle, avec des morts, avec des blessés. Nous avons donc eu une série de réunions. Le 20 décembre 2011, au ministère de la Défense, avec les deux ministres de la Défense, M. Alain Dogrou, le ministre de l'Intérieur, Émile Guillolou, et tous les généraux. Le point, c'était de voir ce qui se passait. Donc, à l'issue de cette réunion, la situation s'empirant, plus particulièrement au niveau d'Abobo, nous avons eu une autre réunion le 30 décembre 2010 avec les mêmes personnalités. Là, nous avons analysé les menaces, vu l'attitude à adopter face à ces menaces et passé en revue les moyens dont nous disposions et les moyens dont nous avons besoin. Mais il faut dire que la situation a continué de s'empirer. C'est ainsi que le 5 janvier 2011, nous nous sommes retrouvés à la résidence du président Laurent Gbagbo aux environs de 21h30, où je lui ai rendu compte de la situation générale qui prévalait au niveau d'Abidjan et plus particulièrement au niveau d'Abobo. Avec bien sûr les problèmes que nous avions en ce qui concerne les moyens et autres. Donc à l'issue de cette réunion, c'est à l'issue de cette réunion qu'un décret de réquisition des forces nous a été remis. Donc ce décret demandait donc aux forces d'intervenir dans tout Abidjan. Lorsque nous avons reçu ce décret, nous nous sommes retrouvés donc le 6 janvier 2011, qui doit être, je crois, un vendredi, à l'état-major pour voir comment est-ce que nous allons nous organiser pour déployer les éléments sur le terrain. Et c'est à cette réunion que le directeur général de la police nous a dit que ce qui se passe à Bobo est de sa compétence et que c'est une opération de maintien de l'ordre. Nous lui avons dit « OK, donc on va vous laisser faire ». Mais néanmoins, puisque nous étions requis, j'ai demandé au colonel Sakou, qui est le chef du CPCO, de me désigner des éléments qui allaient intervenir dans Abidjan. Le général Brendou, donc, a commencé son opération le 11 janvier. L'opération même était pilotée à partir de son poste opérationnel, qui est le PC Minos, PC qui se trouve à l'intérieur du ministère de l'Intérieur. Donc il a commencé son opération
du 11 janvier au 21 février. 11 janvier au 21 février. Le 11 janvier, dès qu'il a déployé ses éléments sur le terrain, dans la nuit du 11 janvier au 12 janvier, nos policiers qui étaient au rond-point d'Abobo, aux environs de minuit, 1h du matin, ont été encerclés, ont été tués. On a dénombré près de 6 morts avec des véhicules qui ont été détruits et calcinés. La police a néanmoins continué sa mission jusqu'au 21, comme je l'ai dit, et nous nous sommes aperçus qu'il y avait toujours des morts à Bobo, mais qu'en plus, l'armement dont disposait le commando invisible était des armes de guerre, véritablement des armes de guerre, auxquelles la police ne pouvait pas faire face. Donc nous avons décidé, en tant que force armée, de prendre le relais de la police. Ainsi donc, nous sommes préparés le 22 avec toutes les unités qui ont été... Donc, nous nous sommes préparés le 22. 22 February. Février, dites-vous? Février. Monsieur le Président. Donc, nous nous sommes préparés le 22 janvier. Non, le 22 février, je crois. C'était du 11, la police a commencé du 11 au 21 février. C'est bien ça, Monsieur le Président. C'est le 22. Donc, nous sommes préparés le 22 et le 23 février, nous avons commencé notre offensive sur le PK-18 et à Indautré. Il y a 2 éléments qui sont partis pour mener cette offensive. Je ne sais pas si je peux les donner. Donc, voici le dispositif, Monsieur le Président, qui a été mis en place dans tout Abidjan. Je vais commencer par Yopougon. À Yopougon, on avait au premier pont de Yopougon une section du 3e bataillon d'infanterie. À Sipores, une section de la police. À la Maka, 2 engins Élan. Ce sont des engins sud-africains armés de mitrailleuses de 7,52. Capacité d'emport, 12 personnes, ça fait 24. Une section du 1er bataillon d'infanterie. Une section du BCP, bataillon de commando parachutiste. Une section du génie. 2 mortiers de 60. Un équipage du SECOS sur engin avec une 12-7. L'unité qui était en réserve d'intervention dans cette zone, c'est un peloton de la gendarmerie du Toit Rouge de Yopougon. L'ensemble des éléments au niveau de Yopougon étaient placés sous la responsabilité du chef d'escadron Koukounion. Au niveau d'Adjamé Plateau, au premier pont de la Casse, on avait un peloton de la gendarmerie. À la cité Fermont, un peloton de la gendarmerie. Au GSPM, une section de la police. À Boribana, vers Atécoupé, à hauteur du siège de l'ONUCI. Une section du 1er bataillon de commandement et de soutien, BCS.
au niveau de la RAN, une section de la garde républicaine. L'ensemble de ces éléments placés sous la responsabilité du lieutenant-colonel Maudit de la garde républicaine. L'unité en réserve d'intervention, c'est l'unité, un peloton de la garde républicaine. Au niveau de Cocody, on avait au carrefour de la Riviera 3 un peloton du 1er bataillon blindé, mais ce n'est pas les engins, ce sont les hommes. Au niveau du carrefour de la Vie, on avait une section du 1er bataillon d'infanterie. À Petrosi, on avait une section mixte, police, gendarmerie. Au jardin de la Riviera, jardin de la Riviera sur le côté, sur la route. Les élèves de l'école de gendarmerie. Au niveau de Saint-Jean, une section de la police. Au niveau de la RTI, on avait donc une section du 1er BCP, un peloton de la gendarmerie, appuyé par un peloton blindé du 1er bataillon blindé et un bitube du Baza. Au niveau du Golfe, on avait donc un peloton blindé, un bitube du Baza, deux mortiers 60 et une 12-7 du Sécos. Ce sont les mêmes éléments qui étaient au Golfe, côté Imputo, constitution identique, côté Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Maintenant, au rond-point d'Abobo, au rond-point d'Abobo. Là, on avait un élément de l'escadron blindé de gendarmerie, du GEB, un élément de la BAE sur RG 12 et sur Canter, des éléments du Baza sur Picop, volume 22, deux mortiers 60, les éléments de l'escadron de gendarmerie au nombre du camp commando au nombre de 57, des éléments du CRS 1 au nombre de 17, CRS 2 au nombre de 18, et puis je vous dirai quand est-ce qu'on a fait venir le mortier de 120, c'est-à-dire dans la deuxième phase de l'opération. Donc voici, Monsieur le Président, dans tout Abidjan, les unités qui étaient en place. Seuls ont bougé dans la première et dans la deuxième phase les éléments qui étaient à la Maka et ceux qui étaient à Abobo. Abobo, j'oublie d'ajouter, à Coco Service, on avait une section. À l'université, on avait une section. Et à la pharmacie Saint-Xavier, on avait également une section. Donc, ceux qui ont bougé, c'est ceux qui étaient à la Maka, ceux qui étaient au rond-point de Abobo. Tout ce monde, tout ce personnel, tout ce matériel était donc placé sous la responsabilité directe du général Deto Leto Firmin, qui était le commandant des troupes, donc le grand patron de la ville d'Abidjan. Donc, le 23 février, pardon. Le Président, une question, monsieur. Quels sont les ordres qui ont été donnés à cette unité? OK. Sorry. Ah, alors, excusez-moi. Donc,
le 23 février. Ça a été la première offensive. La mission donnée au général d'Eto, reconnaître l'axe Maka, kilomètre 18, prendre contact avec l'ennemi. Reconnaître l'axe rond-point Abobo, Ndotré, prendre contact avec l'ennemi. Je vais définir la mission de reconnaître parce que c'est un terme tactique. Qui a donné l'ordre de reconnaissance de cet axe? Et après, vous pourrez continuer. Alors, l'ordre de reconnaissance, vous savez que l'unité est requise. Hein? Donc, l'ordre de reconnaissance, c'est moi qui donne l'ordre de reconnaissance au général d'Eto. Allez-y, continuez. Donc, Monsieur le Président, comme reconnaître, c'est un thème tactique, je vais le définir afin que tous on soit au même niveau d'information. Reconnaître, thème tactique et reconnaître, c'est aller chercher des renseignements d'ordre tactique ou technique sur l'axe en engageant éventuellement le combat. Prendre contact. Il s'agira donc pour lui de me définir la nature, le volume et l'attitude de l'ennemi. La nature, c'est de me dire si c'est un fantassin, c'est-à-dire un élément qui combat à pied, si c'est un blindé, si c'est un artilleur, donc c'est à lui de me dire la nature de l'ennemi. Le volume, il lui appartient de me dire s'il a affaire à une section. Une section, Monsieur le Président, ça représente en gros 25 personnes ou 30 personnes. Ou bien une compagnie. Une compagnie, ça fait 3 sections, plus la compagnie de commandement. Ou bien un bataillon. Un bataillon, ça fait en gros 3 compagnies, plus la compagnie de commandement. Donc, c'est à lui de me dire ça. Donc, la nature, le volume et l'attitude. L'attitude, c'est est-ce que l'ennemi, il est en place? Est-ce qu'il bouge? Donc, voici les renseignements que le général d'Eto, dans sa mission, devait donner à l'état-major. Au cours de l'exécution de cette mission, ça a été très difficile. Très difficile parce que nos éléments qui évoluaient sur l'axe Maka-Ndotré, on venait vraiment prudemment à cause de la forêt du Banco. Et c'est là qu'avant de partir, j'ai ordonné, Monsieur le Président, sur demande du général d'Eto, un tir au mortier 60, qui était un tir de flambage et un tir d'harcèlement. Le mortier 60, Monsieur le Président, c'est une arme de l'infanterie, une arme qu'on retrouve au niveau de la section d'appui de la compagnie et qui fait l'appui de la section et même de la compagnie. Cette arme est facile à transporter et facile à être utilisée parce que sa munition elle-même constitue la mise de feu et dès que vous la laissez glisser dans le tube, elle tombe sur un percuteur et elle part. La distance à laquelle cette munition arrive, c'est 100 mètres en tir direct et 1000 mètres en tir courbe. Le champ de tir du mortier 60, ça va de 40 degrés à 80 degrés. Quand vous mettez le bipied, parce qu'il y a une plaque de base, quand vous enterrez bien la plaque de base et que vous faites bouger le bipied, vous pouvez avoir un champ de 600 millièmes, soit 300 millièmes à gauche
300 millième à droite. C'est vraiment une arme d'infanterie commandée par un caporal. Vous voyez, donc il y a 4 équipes seulement qui servent cette arme. Il y a le caporal, chef de pièce, il y a le tireur et il y a les 2 pourvoyeurs. Donc ils ont effectué un tir de flambage et un tir d'harcèlement. Alors le tir de flambage, quand vous avez travaillé avec une arme et que vous la mettez au magasin, pour éviter que l'arme soit rouillée, vous mettez la graisse pour mieux la conserver. Mais avant d'utiliser, on nettoie un peu, mais toujours est-il qu'il y a de la graisse. Donc on effectue un tir, et comme c'est chaud, ça fait fondre un peu l'huile, ça rend le tube un peu plus lisse. C'est ça qu'on appelle le tir de flambage. Le tir d'harcèlement, la forêt elle est grande, des éléments peuvent s'embusquer, tendre une embuscade à nos éléments. Donc nous avons tiré pour voir s'il y a un élément. Et le tir d'harcèlement, c'est un tir qu'on effectue dans une zone où on a des doutes pour obliger l'ennemi à riposter au cas où il s'y trouve. Donc après le tir, il n'y a rien eu. Donc ceux-là ont commencé leur mouvement. Par contre, ceux qui étaient dans Bobo ont rencontré beaucoup de difficultés. Nos hommes étaient pris à partie de hauteur, par des gens souvent en civil qui leur tiraient dessus. Il leur était impossible de riposter. Donc, pour qui connaît Abobo, du rond-point d'Abobo jusqu'au PK18, nous avons commencé la manœuvre à 9 h, mais nous ne sommes arrivés au PK18 de manière simultanée avec les autres qu'à 18h30 à la nuit tombée. Et arrivé vers le PK18, il était impossible à nos hommes de répliquer parce que le commando invisible qui était en place avait pratiquement pris en otage la population. On tirait sur eux et les gens se fondaient dans la population. Le commando invisible agissait contrairement à la Convention de Vienne sur le droit de la guerre, parce qu'ils étaient en tenue civile, donc il était difficile de distinguer le combattant de la population. Donc face à cette difficulté, il nous était impossible de riposter aux tirs ennemis. Quand Deto m'a fait ce compte rendu, j'ai tout simplement, parce qu'on ne peut pas tirer et s'en prendre à la population, j'ai demandé donc aux éléments compte tenu de la nuit qui était tombée de replier. Donc ceux qui sont partis au PK18 ont replié jusqu'au rond-point d'Abobo. Ceux qui sont partis à Indautré sont repartis à la Maka. Je l'ai fait ainsi parce que dans la manœuvre, normalement, quand vous avez atteint un point, vous restez là pour pouvoir reprendre la manœuvre le lendemain, parce que là, vous avez déjà gagné du terrain. Mais j'ai fait replier mes éléments à cause de cette expérience que nous avons eue de ce qui est arrivé à nos frères policiers. De nuit, ils ont été encerclés et on est venu, on les a tués. Donc, pour éviter que mes hommes soient encerclés et tués, je leur ai donné l'ordre de revenir sur leur position initiale. Donc, nous avons dû rendre compte au ministre de la Défense des difficultés rencontrées sur le terrain et j'ai fait un compte rendu au président Laurent Gbagbo des difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain. C'est ainsi que nous avons été convoqués le 24 février aux environs de 16h30, j'espère que je ne me trompe pas de date, mais ce n'est pas grave, c'est les faits, aux environs de 16h30 à la présidence de la République. Étaient présents à cette réunion
le général chef d'état-major des armées, c'est-à-dire moi-même, le général Deto Leto, commandant les troupes, le général Aka Kodjo Mark, le commandant des forces aériennes, le général Kassarate, commandant la gendarmerie nationale, le général Guébi Point, commandant le SECOS, le général Brendou, directeur général de la police nationale, le général Touvoli, chef d'état-major particulier du président national, de la République, le général Doboblé, commandant la garde républicaine, les deux ministres, le ministre de la Défense Alain Dogrou, de l'Intérieur M. Émile Guirielou, il y a des officiers, le colonel-major Aouman était là, l'aide de camp du président Gbagbo, le commandant Doua était là, et nous avons fait, à l'aide d'une carte d'état-major que nous avons déployée à la présidence, j'ai donc rendu compte au président de la République des difficultés rencontrées au cours de la progression, entre autres celles que je viens de vous décrire tout à l'heure. À un moment donné, le président de la République s'est levé de son siège, il est venu vers la carte, je lui ai montré la position tenue par l'ennemi, la position des troupes amies, et le président a posé deux questions. La première question, est-ce que la population est encore dans la zone? Nous avons dit oui, que la population est encore en place. Il a fait une recommandation, faites en sorte qu'il n'y ait pas trop de morts. Et son doigt s'est posé sur l'axe Maka-Ndotré. Il a dit, ça c'est quelle route? Et j'ai dit, c'est l'axe Maka-Ndotré. La question de du président, est-ce que l'axe est occupé? J'ai dit non, l'axe n'est pas occupé. Les autres généraux ont dit si, l'axe est occupé. C'est de là, Monsieur le Président, qu'est venue la discussion entre les officiers et moi. Quand Guébi vous a dit ici que le chef d'état-major ne savait pas que l'ennemi se trouvait au kilomètre 18 et à Ndotré, c'est une aberration. Qu'un chef d'état-major fasse un ordre d'opération et qu'il ne sache pas où se trouve l'ennemi. Une vraie aberration. Ce n'était pas ça. Donc, effectivement, et je maintiens ce que j'ai dit au président de la République, l'axe n'était pas occupé. C'était le carrefour, puisque c'est par là qu'on part pour aller jusqu'au carrefour. Donc, le président nous a dit, il nous a donné une mission. Il a dit, libérer l'axe Maka à Bangourou. C'est le même axe qui part jusqu'à Bangourou. Parce que, avait-il dit, c'est un axe stratégique. Il faut permettre à la population du Sud de remonter vers l'Est et à la population de l'Est de venir aussi à Abidjan. Mais qu'en plus, il faut permettre la circulation des produits d'Abidjan vers l'Est, vice-versa. Now, I stop both. Nous allons nous arrêter parce que nous allons faire la pause déjeuner. Nous reviendrons à 14h30. Merci beaucoup, l'audience est levée.